Dans cet épisode, l'affaire Jacques Rançon. Jacques Rançon, un terrible criminel qui est parvenu à échapper aux enquêteurs pendant plus de 30 ans. Un tueur aux deux visages. D'un côté, un père de famille tranquille, et de l'autre, un prédateur implacable, violent et tuant ses proies. Pendant des années, d'Amiens à Perpignan, Jacques Rançon a sévi en toute impunité. Jusqu'à ce qu'il fasse une erreur, une toute petite erreur, permettant aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui. Comment a-t-il pu échapper aussi longtemps à la justice? Et surtout, a-t-il fait d'autres victimes? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Juillet 1986, dans le nord de la France. Les gendarmes d'Amiens en Picardie sont en état d'alerte. Ils viennent de découvrir le cadavre d'une jeune femme. La victime a été violée, puis sauvagement assassinée à l'arme blanche. L'état du corps et de ses vêtements tachés de sang témoignent de l'extrême violence du meurtre. Pour les gendarmes, commence alors une enquête hors du commun. Ce crime, qui va rester non résolu pendant des années, les conduira sur les traces d'un redoutable tueur en série. Fin de l'été 1995, à l'autre bout de la France. Lupia est un paisible village des Pyrénées-Orientales, situé à 15 km de Perpignan. C'est ici que réside la famille Andujar. La famille Andujar est une famille aussi tranquille. Étienne Nicolo, avocat des parties civiles. Il y a le père qui est dessinateur industriel, la mère qui est secrétaire. Les enfants, il y a 3 garçons et une fille. Une jolie fille. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. De 17 ans, brune, avec des cheveux longs, bruns, le teint mat, méditerranéenne. Tatiana, une jeune fille qui fait le bonheur des siens, et surtout de Marie-Josée, sa maman. Une enfant joyeuse, sans problème particulier. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Elle aime tout le monde, elle parle à tout le monde, elle sourit à tout le monde. Elle croit au prince charmant, comme toutes les jeunes filles de 17 ans. Une lycéenne comme tant d'autres, scolarisée en classe de terminale à Perpignan. Ainsi s'écoule la vie insouciante de Tatiana Andujar, jusqu'au 24 septembre 1995. Tatiana vient de passer le week-end à Toulouse avec ses amis. Elle a prévu de prendre le train pour rentrer à Perpignan. Mais le dimanche soir venu, pas de Tatiana. On n'a pas de nouvelles, pas de coup de fil. On commence à s'inquiéter dans la soirée, dans le début de soirée. Et puis bon, son père me rassure un peu en me disant, elles sont rentrées tard, c'est les filles, voilà, elles ont dû dormir chez l'une ou chez l'autre et demain elle ira directement au lycée, ne t'inquiète pas. Le lendemain matin, au réveil, toujours pas de nouvelles de Tatiana. Cette fois, pour ses parents, c'est l'angoisse. Pas de Tatiana, pas de petits mots, donc on téléphone au lycée pour voir si elle est en cours et le lycée nous dit que Tatiana n'est pas en cours. Il s'inquiète, il demande à toutes les copines si Tatiana n'a pas dormi chez elle, et ça n'est pas le cas. Elle est mineure, donc c'est quand même une disparition inquiétante d'une mineure. Donc on se rend de suite à la brigade de gendarmerie, signaler cette disparition. Ce signalement est aussitôt pris au sérieux par la gendarmerie. Un appel à témoins est diffusé dans les médias régionaux. Car d'après sa famille, Tatiana n'est pas du genre à disparaître ainsi,
sans prévenir personne. Rien de particulier dans la vie de Tatiana qui puisse expliquer cette disparition, et certainement pas non plus un désir de fuguer, puisqu'elle rentrait sur Perpignan. Toujours aucune nouvelle de Tatiana Andourard. Cette jeune fille de 17 ans et demi a disparu depuis maintenant 8 jours, depuis le 24 septembre. Dernier témoin à l'avoir croisée, un appelé du contingent. Elle lui a affirmé en gare de Perpignan qu'elle allait rentrer chez elle à Youpia en autostop. La gendarmerie de Thuir a été chargée de cette enquête. Grâce à ce témoin qui a croisé Tatiana, les gendarmes en ont la certitude. La jeune femme est bien arrivée à la gare de Perpignan. Aurait-elle fait une mauvaise rencontre en voulant se rendre en autostop à Llupia? C'est désormais l'hypothèse numéro 1. Je dors plus, je mange plus, je veux pas bouger du canapé, je veux être la première à avoir des informations si on vient me dire que Tatiana est morte. Je veux être la première à décrocher le téléphone si ma fille m'appelle. C'est le début du cauchemar. Aucun autre témoin, pas même un début de piste. Pendant 1 an et demi, l'enquête s'enlise à tel point que le dossier Tatiana Andujar est finalement classé. Pour sa famille, c'est l'incompréhension, puis la colère. On se sent complètement abandonné et on comprend pas pourquoi on vous laisse tomber, mais c'est la justice française. Mais ma fille, elle est mineure, elle a 17 ans, elle a disparu, on est en train de me dire que c'est fini, qu'on va pas la rechercher. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai dit, bon ben si tu ne bouges pas, personne ne va retrouver Tatiana. Comment une jeune fille de 17 ans a-t-elle pu se volatiliser ainsi en plein quartier de la gare? Ses proches refusent de se résigner. Ils continuent inlassablement de diffuser des appels à témoins. Mais Tatiana Andujar reste introuvable. « 21 décembre 1997. L'enquête sur la disparition de Tatiana est refermée depuis plus d'1 an. À l'époque, le commissaire Gilles Soulier est chef de la police judiciaire de Perpignan. C'est là que démarre une enquête criminelle qui va le marquer à tout jamais. C'est un dimanche matin qu'on est avisé de la découverte d'un cadavre d'une jeune femme. Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Sur un terrain vague, pas très loin du centre-ville de Perpignan. Manifestement, c'est une scène de crime. La police judiciaire est bien sûr avisée et tout le monde se déplace. Le commissaire et ses hommes se rendent sur place, boulevard Ningesser-Récolly, non loin de la gare. C'est un riverain qui, le matin, en ouvrant sa fenêtre, a aperçu le cadavre. On avait donc le corps d'une jeune femme nue, allongée sur le ventre, avec des coups de couteau au niveau du cou, du thorax. Ça a été un choc. Étienne Nicolo, avocat des parties civiles. Mais le choc, il était pour tout le monde, compte tenu de l'état dans lequel on a trouvé le corps de cette jeune fille. Le corps, maculé de sang, est face contre terre. Il présente de nombreuses blessures et des traces de mutilation sexuelle. Même pour ces policiers aguerris, une scène insoutenable. Le corps est dénudé. Michel Fine, journaliste, police-justice. Les bras écartés, les jambes écartées, les parties génitales ont été découpées, les seins ont été découpés. C'est particulièrement horrible. D'entrée, on comprend très bien qu'on a affaire à quelque chose d'exceptionnel, parce que personnellement, je n'avais jamais vu une jeune femme dans cet état-là. Les experts de l'identité judiciaire examinent la scène de crime. Mais il n'y a ni vêtements, ni indices autour du cadavre. Seule certitude,
Il s'agit d'une jeune femme brune, visiblement âgée d'une vingtaine d'années. Il manque une partie du corps, donc on se demande si l'assassin l'a emporté, pourquoi. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. Et là, c'est les grands moyens qui sont déployés. Ratissage du secteur, mètre par mètre. Sur ce terrain-là, on vient fouiller, en fait, en recherche du moindre indice. C'est dans un terrain vague, il n'y a rien d'autre, juste le corps qui est complètement dénudé. On fait tous les prélèvements sur cette scène de crime, mais en fait, on n'a aucun indice. Pourtant, la victime est identifiée dans la journée. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb. Elle a 19 ans. Elle est étudiante. Ses proches avaient signalé sa disparition depuis la veille. Pour les policiers, aucun doute possible. C'est bien la jeune fille du terrain vague. C'est l'enquête classique qui démarre, c'est-à-dire qu'on a une victime, il y a l'aspect scène de crime, mais après on démarre par l'entourage de la victime, son emploi du temps. On arrive à remonter le fil, elle avait passé la soirée du samedi soir chez un ami à elle, et elle avait quitté l'appartement de ce dernier en fin de soirée pour rejoindre sa chambre universitaire. Il est donc minuit lorsque Mokhtaria quitte le domicile de son ami. Elle s'engage seule dans les rues désertes de Perpignan. Pour regagner sa résidence, elle doit traverser le quartier de la Gare. Et c'est justement à proximité de la gare que son corps sera découvert, le lendemain. Alors que s'est-il passé sur cet itinéraire ? Difficile pour les enquêteurs de le savoir. Quelques semaines plus tard, un témoin providentiel finit par se manifester. Donc il y a un riverain de la rue Ningessière-Écoli qui, en menant tailler sa haie, s'aperçoit qu'il y a une chaussure de femme dans la haie. Et on va montrer cette chaussure-là aux proches de Mokhtaria qui vont reconnaître en disant « oui, ça c'est une chaussure qu'avait Mokhtaria ». Le meurtrier a cherché à se débarrasser des vêtements de sa victime. Pour la police judiciaire, un début de scénario se dessine. Mokhtaria aurait donc croisé la route de son agresseur près de la gare. Ce crime survient 2 ans après la disparition de Tatiana Andujar, exactement au même endroit. Tout de suite, à Perpignan, c'est la psychose. La police reçoit énormément d'appels de jeunes femmes qui disent avoir été suivies. Tout le monde se dit qu'il y a un tueur dans le quartier de la Gare. L'hypothèse du rôdeur ou de la mauvaise rencontre, évidemment, c'est l'hypothèse la plus intéressante et certainement celle qui est bonne, quoi. Malheureusement, à l'époque, il n'y a pas de vidéosurveillance pour aider les policiers. Ils multiplient les patrouilles dans le quartier de la Gare afin de rassurer les habitants. Pendant ce temps, les investigations continuent et l'autopsie de Mokhtaria Chaïb leur livre une information capitale. Les enquêteurs ont une piste qui leur est fournie par les médecins légistes. Les médecins légistes expliquent que ces mutilations n'ont pu être faites que par un spécialiste du bistouri, qui serait chirurgien, médecin, en tout cas qui a une bonne connaissance de l'anatomie de l'être humain. Corinne Saboureau, journaliste à l'Indépendant. On est sur des découpes chirurgicales qui sont qualifiées, qui sont dites chirurgicales. Évidemment, il y avait une telle pression à l'époque à Perpignan. Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Que nous, ce qu'on souhaite, c'est sortir à faire, c'est savoir quel est l'individu capable de faire ça, de telles ablations, de tuer une personne comme ça, quoi.
Les policiers se lancent alors dans une vaste enquête de voisinage. Médecins ou chirurgiens, qui pourrait correspondre à ce profil si particulier? C'est là que des riverains les orientent vers un drôle de médecin d'origine sud-américaine. Il se trouve que dans le quartier où l'on a découvert le cadavre de Mokhtaria, il y a un médecin. Un faux médecin. Étienne Nicolo, avocat des parties civiles. Un faux chirurgien qui se fait passer pour chirurgien, qui travaille dans tous les hôpitaux de France avec des faux papiers, du Pérou. Donc un médecin bizarre. Son nom, Andrés Palomino Barrios. Son âge, 49 ans. Et plusieurs éléments concernant cet homme interpellent les enquêteurs. Il est sur le trajet de Mokhtaria Chaïb, il habite sur le trajet de Mokhtaria Chaïb. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. Le trajet qu'elle a emprunté le soir de sa disparition pour rejoindre la cité universitaire, donc il habite là. Un type qui, le lendemain du meurtre de Mokhtaria Chaïb, a complètement lavé de fond en comble sa fourgonnette. Michel Fine, journaliste, police-justice. On se dit, il a le profil, on va l'arrêter. 24 janvier 1998, Andrés Palomino Barrios est placé en garde à vue. Un mois après la mort de Mokhtaria Chaïb, c'est la seule et unique piste d'enquête. Les policiers perquisitionnent son domicile, mais ils n'y découvrent aucun indice. Quant au suspect, il jure être innocent. Lui nous dit qu'il a passé le week-end en Espagne, il a dormi dans sa voiture, il n'était pas dans un hôtel, etc. Donc, alibi invérifiable. Par contre, il y a des témoins qui nous disent non, mais il était là. Et le dimanche matin, d'ailleurs, on l'a vu revenir avec son camion, tout ruisselant, tout propre, il venait de le laver. Un alibi très fragile, et ce véhicule qu'il vient de nettoyer, la machine judiciaire se referme brutalement sur Andrés Palomino Barrios. Cet homme qui quitte le commissariat de Perpignan, encadré par des policiers, est passé aujourd'hui du stade de suspect numéro 1 à celui d'accusé. Il a 49 ans et vient d'être mis en examen pour assassinat, torture et actes de barbarie. Il a rejoint dès cet après-midi la prison de Carcassonne. Les enquêteurs disent qu'ils tiennent l'assassin et donc la population est rassurée. La thèse retenue, c'est le Péruvien qui est un véritable barge, qui est un fou et qui s'en est pris à Mokhtaria. Et comme il est chirurgien, ben forcément, il a découpé. Voilà. Alors que, depuis sa cellule, le faux médecin clame toujours son innocence, la population respire enfin. Mais à peine 6 mois plus tard, le cauchemar recommence. Marie-Hélène Gonzalez a 22 ans. Elle occupe un emploi saisonnier à une trentaine de kilomètres de Perpignan. Le 26 juin 1998, elle téléphone à sa mère pour lui dire qu'elle rentrerait par le train en début de soirée. Donc, j'essayerai de rentrer donc, avec le soir, vers 9h, vers le train de 9h. Concepción González, mère de Marie-Hélène González. Et moi, bon, ce jour-là, bon, d'habitude, je vais la chercher, mais ce jour-là, bon, je n'ai pas pu. Elle m'a dit, surtout ne t'inquiète pas, je vais rentrer, surtout ne t'inquiète pas. Et voyant que l'heure passait et que Marie-Hélène ne rentrait pas, elle a pris sa voiture, elle est venue à la gare pour voir si elle l'a trouvée, si elle la trouvait pas en chemin. Sur place, aucune trace de sa fille. Les policiers sont immédiatement alertés. Marie-Hélène Gonzalez est la 3e jeune femme qui se volatilise en 3 ans dans ce quartier de la gare. Pour eux, il ne s'agit certainement pas d'un hasard.
Elle monte dans le train, ça on en est sûr. Corinne Saboureau, journaliste à l'Indépendant. Donc si elle monte dans le train, à part avoir sauté du train en route, elle est arrivée en gare de Perpignan. Et en gare de Perpignan, Marie-Hélène, elle disparaît. Elle devait faire de l'autostop également, comme Tatiana Andujar. Elle emprunte le même chemin que Mokhtaria Chaïb et elle disparaît, elle aussi. Tatiana Andujar en 1995, Mokhtaria Chaïb 2 ans plus tard, et maintenant Marie-Hélène Gonzalez. Pour les enquêteurs, il y a forcément un lien entre ces 3 dossiers. Quelques jours plus tard, l'affaire s'emballe. Un promeneur découvre un autre corps mutilé près de la sortie d'autoroute Perpignan Sud. D'après son signalement, il s'agirait bien de Marie-Hélène Gonzalez. Les enquêteurs avaient cru voir le pire quand ils avaient retrouvé le corps de Mokhtaria Chaïb, quand ils découvrent le corps de Marie-Hélène Gonzalez, qui en plus est exposée depuis plusieurs jours, à la chaleur, en état de décomposition. C'est une scène de crime inimaginable, c'est une horreur insoutenable. Les policiers font aussitôt le rapprochement avec le précédent meurtre, celui de Mokhtaria Chaïb, tué 6 mois plus tôt, à peu près dans les mêmes conditions. On voit qu'il y a des ablations. Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Le corps a été ouvert, il y a des ablations, pareil. Alors il y a des différences, puisqu'il n'y a plus les mains, il n'y a plus la tête. Le corps est dissimulé sous des branchages, tapis, enfin c'était un peu une décharge sauvage. Comme celui de Mokhtaria Chaïb, le corps est méconnaissable. Il porte les mêmes signes très caractéristiques de mutilation sexuelle. Ils m'ont pas laissé la voir. Je suis allée au poste de police reconnaître le linge qu'ils ont trouvé autour pour voir s'il y avait quelque chose qui l'appartenait. Il n'y avait rien. Rien n'était à elle. Rien du tout. Et j'étais presque contente, parce que je me disais, c'est pas elle. Mais bon, on me disait que l'ADN ne trompe pas. Du côté des policiers, il existe trop de points communs entre ces affaires. Et si ces jeunes filles avaient été victimes d'un seul et même tueur? À l'époque, pourtant, le faux médecin sud-américain est en détention provisoire pour l'affaire du premier meurtre, celui de Mokhtaria Chaïb. À ce moment-là, pour nous, il y a suffisamment d'éléments pour dire mais l'hypothèse Palomino Barrios, c'est pas la bonne. On a certainement affaire à un même individu. Alors là, on travaille sur un tueur en série. Voilà. Andrés Palomino Barrios est libre. Il était soupçonné d'avoir assassiné Mokhtaria, une jeune perpignanaise. Un crime pour lequel il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Octobre 1998. Après 8 mois de détention, celui qui était jusque-là le suspect numéro 1 est remis en liberté et innocenté. La piste du faux médecin péruvien se referme d'un seul coup. Pour les enquêteurs, retour à la case départ. 2 meurtres de jeunes femmes à élucider, Mokhtaria et Marie-Hélène. Quant à la disparition de Tatiana, en 1995, elle reste inexpliquée. L'hypothèse d'un tueur en série qui sévirait dans le quartier de la Gare est dans tous les esprits. Et on en a rêvé, j'en ai rêvé pendant des nuits, comment il doit être ce type-là, grand, petit, gros, maigre, blond, brun, qui c'est ce type-là? À ce moment-là, les enquêteurs ont une pression phénoménale. Michel Fine, journaliste, police-justice. Il y a des articles de presse, des reportages, c'est l'affaire des disparus de Perpignan. Donc les enquêteurs, la PJ cherchent dans tous les sens, ils ne trouvent rien.
Tatiana Andujar, Mokhtaria Chaïb, Marie-Hélène Gonzalez, 3 affaires qui demeurent non élucidées pendant de très longues années encore. Le calvaire enduré par leurs proches se poursuit inexorablement jusqu'au printemps 2006. Les familles des disparus de la gare de Perpignan ont lancé aujourd'hui un appel à témoins pour tenter de relancer l'enquête. Peu importe tout ce temps qui a défilé, pas question pour ces familles de céder à la fatalité. Si quelqu'un la connaît, si quelqu'un l'a vu quelque part. Concepción González, mère de Marie-Hélène González. Il y a quelqu'un qui doit savoir quelque chose. Ne nous laisse pas avec cette angoisse. Merci. On est dans le même combat, c'est-à-dire savoir, connaître la vérité. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Trouver les assassins, le ou les assassins de Mokhtaria, de Marie-Hélène, et savoir pour ma fille. Pourquoi, comment, où est-ce qu'elle est. Les familles des victimes connaîtront-elles un jour la vérité? Alors que plus personne ne l'imaginait, c'est pourtant là que l'enquête rebondit. Ce qui va être déterminant dans l'affaire des disparus de Perpignan, d'abord il va y avoir de nouvelles juges, et puis surtout va arriver de Paris un nouvel enquêteur, un type qui a été formé à la brigade criminelle de Paris, qui connaît l'ADN, qui a la technique, et il va reprendre le dossier depuis le début. Ce policier, c'est le capitaine Vincent Delbray. Il est nommé à la PJ de Perpignan à l'été 2006. Cet enquêteur d'expérience se plonge aussitôt dans les dossiers des meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène, mais aussi dans celui de la disparition de Tatiana. 2 jeunes femmes qui disparaissent à 6 mois d'intervalle dans le même quartier de la gare. Vincent Delbray, capitaine de police. Et qui sont retrouvées toutes les 2 tuées, dénudées et mutilées, quoi. C'est vraiment plus un dossier vraiment à part parce que le mode opératoire est vraiment très particulier. Moi, en 10 ans à la brigade criminelle, je n'avais jamais vu un mode opératoire pareil. La disparition est un petit peu à part. C'est un petit peu différente puisque là, c'est une disparition, en l'occurrence, donc sans qu'il y ait le corps, sans qu'on soit certain absolument que la victime soit décédée. Plus de 10 ans d'une enquête tentaculaire et toujours rien. Le capitaine Delbray le sait, tous les espoirs des familles reposent sur ses épaules. Au moment où M. Delbray arrive, je mise tout sur lui. Je mise tout sur lui, mais pas que moi. Je veux dire les familles. On se dit, voilà, c'est un œil nouveau, il arrive, il est déterminé, on l'a rencontré. Et il va faire, avec l'accord du juge, ce qu'il a l'habitude de faire à Paris, le b.a.-ba, on reprend les scellés, on reprend les pièces à conviction de l'affaire et on regarde s'il n'y a pas des empreintes génétiques. Avec la juge d'instruction de l'époque, donc on a sélectionné 16 scellés dans l'affaire Mokhtaria Chaïb et 19 scellés dans l'affaire Marie-Hélène Gonzalez. Cet enquêteur fait cette sélection de 30 scellés. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. L'envoie au laboratoire d'analyse et on attend. Et là, ce que nul n'osait encore espérer finit par se produire. Un ADN masculin est isolé, et pas n'importe où, sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb, retrouvée à l'époque près de la scène de crime. Malheureusement, cet ADN est trop partiel pour être exploité. Une fois de plus, c'est la déception. Mais il est précieusement conservé. Il faudra attendre 2014 et l'apparition d'un procédé nouveau, venu des États-Unis, pour que tout s'accélère. Et l'avantage de ce nouveau système, c'est que Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Cet ADN partiel pouvait être intégré dans le fichier. Donc pour nous, c'était une opportunité énorme. À partir de là, si notre suspect était dans le fichier, on allait le sortir.
Et là, bim, ça match. Il correspond au profil ADN qu'on a trouvé sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb. Le laboratoire est formel. Cet ADN est celui d'un homme de 54 ans. Son nom, Jacques Rançon. Il a été intégré au fichier 4 ans plus tôt dans une affaire de coups et blessures. Pour les enquêteurs, c'est une avancée spectaculaire. D'autant que le profil de Jacques Rançon pourrait coller parfaitement au crime de la gare de Perpignan. On va apprendre qu'il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps. Que c'est une personne qui est connue pour des viols, qui a été condamnée pour des viols, qui a habité en 97 dans un hôtel à Ville-la-Gare, à 100 mètres de la gare. Et là, il y a tout qui s'emboîte à ce moment-là. Et là, on se dit, ça y est, c'est lui, c'est sûr. Nous vous en parlions dès hier soir dans ce journal. L'affaire des disparus de Perpignan a été relancée depuis l'arrestation hier d'un suspect à la suite de nouvelles analyses ADN sur l'une des victimes. Une fois encore, les familles font bloc, même si elles restent traumatisées par tant de déceptions. Depuis 16 ans, on ne vit pas. Il faut que ça s'arrête. C'est un rebondissement énorme, une très vive émotion, comme si quelque part on m'annonçait un petit peu qu'on avait retrouvé celui qui a fait disparaître ma fille. Jacques Rançon est-il, oui ou non, le tueur de la gare de Perpignan? Pour les proches de Tatiana, de Mokhtaria, de Marie-Hélène, l'heure de vérité a enfin sonné. Police judiciaire, 15 octobre 2014. Le commissaire Soulier et le capitaine Delbray savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Face à eux, Jacques Rançon. C'est sa toute première audition. Mais j'y croyais pas, j'ai dit ça y est, il est là devant, on le cherche depuis 20 ans celui-là, et voilà à quoi il ressemble. Mais au fond de moi, je dis non, c'est pas possible. Enfin, voilà, je ne savais plus si on était dans le monde réel ou pas, ou si il y avait cette impression-là un peu. Mais surtout, je voulais voir comment il respirait, comment il répondait aux questions. Il est serein, il répond sereinement aux questions avec son avocat qui était présent. Bon, il a quand même un physique imposant, et après, plus on le regarde, et plus finalement, on se dit, ben oui, quoi. Pour obtenir ces aveux, les policiers ont élaboré une stratégie. Ils veulent d'abord mettre Jacques Rançon en confiance, puis le pousser progressivement à l'erreur grâce au seul élément tangible dont il dispose, son ADN, isolé sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb. La stratégie, c'est un petit peu la stratégie entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir de généralité pour arriver à la fin sur un petit peu le particulier, notamment l'élément un petit peu final qui est l'ADN. La garde à vue, c'est ça, hein. C'est un combat psychologique qu'il faut essayer de remporter. Au fur et à mesure d'audition, on se rend compte qu'effectivement, il est assez coriace, quoi. Après 3 interrogatoires, le suspect ne lâche rien. Il est étranger, dit-il, à ce meurtre. Mais à sa 4e audition, les enquêteurs annoncent avoir identifié son profil génétique. Jacques Rançon change alors d'attitude. On commence à sortir la carte maîtresse, voilà. Et là, donc, lui, il dit qu'il ne comprend pas, que c'est pas possible, etc., que c'est impossible que son ADN ait été retrouvé sur place parce qu'il n'y était pas. Et là, il commence à dire, je sais plus, je sais pas. Et là, ça nous conforte dans l'idée que c'est bon, quoi. Que évidemment, c'est lui parce que il se ferme. À la 36e heure de garde à vue, tout bascule. Déstabilisé par les policiers, Jacques Rançon commence à se livrer. Et il avoue, oui, il a bien croisé cette jeune femme, Mokhtaria Chaïb. C'était le 20 décembre 1997,
près de la gare de Perpignan. Et voici le récit qu'il fait de cette soirée. Il nous dit qu'il tombe dessus par hasard, qu'il la voit arriver. Vincent Delbré, capitaine de police. Que là, du coup, il a envie de, comme il dit, de lui faire l'amour. Il était en chasse ce soir-là et il a croisé Mokhtaria. Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Il a traversé la rue. Il l'a prise. Il a monté sur le terrain vague. Et là, il a essayé de la violer. Comme elle s'est mise à crier « Je vais appeler la police », il avait son couteau et là, il l'a planté. Une dizaine de coups de couteau, dont un mortel en plein cœur. Jacques Ranson raconte ensuite avoir déshabillé sa victime avant de procéder à ces fameuses mutilations. Après avoir laissé le corps, il ne sait plus trop ce qu'il a fait des vêtements de la victime. Il les a laissés dans une poubelle. Et qui ensuite s'est débarrassé des 2 chaussures aussi dans les jardins. Et quant aux découpes, il les avait mis dans un sac qu'ensuite il a jeté dans une bouche d'égout près de la gare. Il dit qu'il a été recouvert de sang. Alors là aussi, a priori, il ne recroisait personne. Bon, en pleine nuit, au mois de décembre, pourquoi pas, mais enfin bon. Et il est rentré à l'hôtel comme ça. Selon Jacques Ranson, il aurait infligé ces mutilations sexuelles pour ne pas être identifié. Les policiers n'en reviennent pas. L'homme vient de tout avouer. Dans le détail, il se souvient de tout. Il se souvient du temps qu'il faisait, il se souvient des vêtements portés par Mokhtaria. Il y a tout qui colle. Il y a tout qui colle. On touche au but, là. On a l'auteur qui reconnaît les faits, nous les explique de manière cohérente. On a l'élucidation d'affaires qu'on attend depuis des années, quoi. Et voilà, c'était un grand moment. Franchement, c'était un grand moment. Ouais. Ça, c'est la récompense. Dans notre métier de policier, ça, c'est une récompense extraordinaire. Jacques Ranson est écroué pour le meurtre de Mokhtaria Chaïb. Pour autant, la police est loin d'en avoir terminé avec lui. Quelques mois plus tard, il est à nouveau interrogé. Cette fois, c'est pour le dossier Marie-Hélène Gonzalez, un crime qui présente beaucoup de similitudes avec l'affaire Chaïb. Et là encore, sous la pression des enquêteurs, Jacques Ranson se confesse. Il reconnaît avoir pris Marie-Hélène en stop près de la gare, avant de la violer, de l'étrangler, puis de la mutiler. Pour sa famille, c'est le choc. Je reçois un coup de fil de la maman de Marie-Hélène. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Terrible. Terrible parce que c'était en même temps un soulagement, mais en même temps des cris de douleur tellement profonds. C'était terrible. Mokhtaria, puis Marie-Hélène, 2 crimes élucidés coup sur coup. Mais pour les policiers, il reste encore une affaire non résolue. La disparition de Tatiana Andujar en 1995. Ils comprennent vite cependant que Jacques Ranson ne peut pas être impliqué dans cette histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que les vérifications démontrent que Jacques Ranson n'est pas lié à l'affaire Tatiana Andujar. On le sait, c'est pas lui qui a enlevé Tatiana Andujar. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. Parce qu'il était en prison et qu'il ne peut pas l'avoir enlevé à ce moment-là. Mais je vais être toute seule. Un peu, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'enquête de Tatiana? C'est l'inquiétude, c'est la crainte. Même s'il était en prison lors de la disparition de Tatiana, les enquêteurs s'interrogent. Qui est vraiment Jacques Ranson? Que s'est-il passé dans son existence pour qu'il se livre à de telles atrocités? Pour le savoir, il fouille dans son passé. Jacques Ranson voit le jour en 1960, à Aille, un village de Picardie.
C'est là que vit toujours Denise, sa sœur aînée, horrifiée par les 2 crimes que son frère vient d'avouer. J'étais tellement choquée que j'ai pleuré. Je suis très sensible, c'est pas possible d'avoir quelqu'un comme ça dans notre famille. Denise Rançon, sœur de Jacques Rançon. Et qui l'a tué, c'est surtout ça. Des petites jeunes, ils avaient le droit de vivre. Moi, c'était pour elles, à Cannes, c'était pour elles. Ces pauvres petites jeunes filles, j'ai pleuré. Ah oui, c'est pas possible. De détruire la vie des gens comme ça me fait mal. Très mal. C'est dans cette maison, à l'extérieur du village, que Jacques Rançon grandit. Un lieu misérable où s'entasse toute sa famille. Son père, il faut le savoir, a eu 16 enfants. Xavier Capelet, avocat de la défense. Il en a eu 13 d'un premier lit. Et lui, il va naître d'un 2e mariage. Il dormait parfois avec les rats. Michel Fine, journaliste, police-justice. Il n'y avait pas de chauffage dans cette espèce de bicoque, il n'y avait pas d'eau courante. On allait chercher l'eau chez les voisins. C'était vraiment le quart-monde, quoi. Mon père, on nous battait. Il était très méchant. Mais quand il buvait, alors là, il fallait partir. On dormait dans des états bavaches pour avoir chaud. Et le lendemain, quand il était calmé, on rentrait. Ainsi s'écoule l'enfance du petit Jacques Rançon dans un univers fait de violences familiales et d'extrême pauvreté. Il va à l'école, il est mal habillé, il est gros, tout le monde se moque de lui, il n'a pas beaucoup de copains. Il dira qu'il était le pauvré du village. Dans mon cœur, je le voyais qu'il était malheureux. Une fois, il m'a dit qu'il n'avait pas été heureux. Et en effet, quand j'y allais, il était toujours dehors. Donc il traîne tout seul, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il va traîner, il va dans les bois. C'est un enfant des bois, Jacques Rançon, qui ne supporte pas la frustration. Cet enfant très solitaire quitte le système scolaire à l'adolescence. C'est là, pour la première fois, qu'il est pris d'une pulsion. Une jeune fille de 15 ans, Marilyn, rentre de l'école et il y a un type qui lui tombe dessus, qui essaie de baisser sa culotte. Elle arrive à se dégager, elle alerte, on fait appeler son père et le père lui dit « Mais qui c'est qui t'a fait ça ?» Et elle dit « C'est le fils Rançon ». Le père a traîné jusqu'à la gendarmerie où là, les gendarmes ont, j'allais dire, servi de médiateur parce que c'est un gamin qui manifestement avait besoin d'aide, tout simplement. Les gendarmes, ils ont dit ne portez pas plainte parce que c'est un jeune homme malheureux. Enfin, il n'y a pas eu de plainte. Après cette affaire, Jacques Rançon mène une existence discrète. Adulte, il enchaîne les petits boulots, comme ouvrier ou manutentionnaire. C'est quelqu'un qui finalement arrive à se construire une petite vie, avoir un petit statut social. Quelqu'un qui fait des conquêtes féminines. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. Le secret des copains avec qui boire un coup, c'est quelqu'un qui a une vie sociale, en tout cas à peu près normale. Mais en 1992, Jacques Rançon bascule à nouveau et s'en prend à une autre jeune femme. Il a 32 ans. Et sur la route, il voit une petite R5 avec une jeune fille qui rentre de boîte, elle est toute seule. Il va se mettre à sa poursuite en voiture, il va lui faire une queue de poisson. Il va arrêter la petite R5, il sort un couteau et il l'oblige à monter dans sa propre voiture. La jeune automobiliste est violée sous la menace de l'arme. Pourtant, cette nuit-là, Jacques Rançon lui laisse la vie sauve. Évidemment, la fille prévient la gendarmerie et la gendarmerie va arrêter Rançon. Et là, c'est la première fois qu'il a affaire à la justice. Il va
se comporter de façon à ce que le tribunal va le prendre un petit peu en pitié. Et alors qu'il risque 20 ans de prison, il va être condamné à 8 ans de prison seulement. Septembre 1997, Jacques Ranson est libéré pour bonne conduite après 5 ans de détention. Il sort de prison en Picardie et il décide de refaire sa vie. Il regarde sur la carte quelle est la ville la plus éloignée d'Amiens. Il voit Perpignan, il décide qu'il va s'installer à Perpignan. Il connaît personne, personne ne le connaît, c'est parfait, il est tranquille. C'est là, à Perpignan, quelques mois plus tard, qu'il assassinera Mokhtaria Chaïb, puis Marie-Hélène Gonzalez. Mais leurs familles, elles, devront patienter 20 ans avant de faire face aux tueurs de la gare. C'est donc un procès très attendu par toute une ville et toute une région qui s'ouvrira demain devant les assises des Pyrénées-Orientales. Jacques Ranson prendra place ici, dans ce box des accusés. L'objectif est que ce procès se tienne dans les meilleures conditions possibles. L'importance du procès, Étienne Nicolo, avocat des parties civiles. c'est surtout la confrontation avec les familles des jeunes filles qui ont été tuées. C'est ça. Ils espèrent avoir des réponses, plus de réponses. Laure Miocé, journaliste à l'Indépendant. Même si c'est avoir plus de réponses, c'est aller encore plus dans l'horreur. Tribunal de Perpignan, 5 mars 2018. Pour les familles des victimes, les questions sont nombreuses. Quel visage va leur montrer Jacques Ranson? Pourquoi infligeait-il cette terrible mutilation sexuelle? À leur côté, la mère de Tatiana, disparue en 1995. Même si l'accusé n'a rien à voir avec cette affaire, elle tient malgré tout à être là. J'ai partagé le quotidien avec les familles pendant 20 longues années. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Donc j'avais besoin de le voir aussi, d'entendre ce qu'il avait fait à ses filles. Il y a énormément de monde le premier jour d'audience. Tout le monde veut le voir, les journalistes veulent prendre des photos. Xavier Capelé, avocat de la défense. Tout le monde veut une image de Jacques Ranson, du monstre. L'assistance tout entière retient son souffle. Il est 14h lorsque Jacques Ranson, 58 ans, pénètre enfin dans le box des accusés. Son entrée au tribunal restera à tout jamais dans ma mémoire. C'était glacial, c'était un moment glacial terrible. C'est une ambiance électrique. C'est à la fois la douleur, les larmes, mais la colère. Une ambiance extrêmement tendue. Extrêmement tendue. J'avais presque envie de hurler, de haine, mais j'en avais pas le droit. J'en avais pas le droit parce que c'était pas ma fille, juste. C'était pas ma fille qui l'a tuée, c'est... Voilà 2 décennies que les familles attendaient ce moment. Pourtant, c'est un homme presque ordinaire qui se présente devant elles. On s'attend à voir le monstre en cage. Michel Fine, journaliste, police-justice. On s'attend à avoir Hannibal Lecter, on s'attend à avoir un grand tueur en série et à la place de ça, on a un pauvre type avec les cheveux gras qui s'est pas lavé. La maman de Marie-Hélène Gonzalez s'est mise à crier, s'est mise à pleurer et c'était insupportable. Puis vient l'énumération des atrocités reprochées à Jacques Ranson. Les viols et les meurtres de Mokhtaria et de Marie-Hélène, mais aussi ces abominables mutilations sexuelles qu'il inflige à ses victimes. Pour les familles, le procès vire au supplice. Tout le monde avait envie de lui sauter dessus, quoi. Les proches, les familles étaient en face. Corinne Saboureau, journaliste à l'Indépendant. Les frères de Marie-Hélène Gonzalez n'ont pas pu supporter, donc se sont jetés à tour de rôle sur lui.
On a eu des témoins à la barre qui ont insulté, invectivé l'accusé directement, sans qu'à aucun moment ça ne provoque la moindre réaction du président. D'après Jacques Rançon, les mutilations n'avaient qu'un seul but, lui éviter d'être identifié. Dès lors, dans une atmosphère suffocante, son avocat n'a plus qu'une solution pour le défendre, mettre en avant son enfance misérable. Jacques Rançon, il n'est pas du tout fier de ce qu'il a fait, il l'a dit, je l'ai dit pour lui également. Il s'en est bien sûr excusé auprès des victimes, évidemment, même si ça n'apporte pas grand-chose. Il s'en veut beaucoup, il ne se l'explique pas. Parce que finalement, le procès de Jacques Rançon, il n'a pas permis d'apporter des réponses. Certes, on sait que c'est lui, mais on ne sait pas pourquoi, et on ne saura jamais pourquoi, et lui-même ne sait pas. Et puis toujours en bref au chapitre judiciaire, ce verdict sans surprise au procès de Jacques Rançon, celui qu'on appelle le tueur de la gare de Perpignan, a été condamné à la réclusion à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'accusé est reconnu coupable d'assassinat, de viol et d'actes de torture. Pour les protagonistes de l'affaire, c'est l'épilogue d'un procès très éprouvant. Il y a la mère de Marie-Hélène Gonzalez, dans la salle des pas perdus, qui a demandé à me voir dans un coin. Gilles Soulier, commissaire divisionnaire. Et elle m'a embrassé, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a embrassé en pleurant, en me disant merci. Voilà. Alors que le rideau se baisse sur le procès de Perpignan, une question lancinante est dans tous les esprits. Jacques Rançon a-t-il vraiment tout dit aux enquêteurs? Le tueur de la gare cacherait-il d'autres secrets? Sitôt le verdict tombé, une histoire très ancienne refait surface. Elle commence 32 ans plus tôt, en juillet 1986, du côté d'Amiens, en Picardie, la région natale de Jacques Rançon. À l'époque, Jean-Denis Coche est chef adjoint des gendarmes de la Somme. La première chose, c'est un message d'alerte. Un agriculteur découvre dans son champ, Jean-Denis Coche, officier à la gendarmerie d'Amiens, en bordure d'un bois, des effets appartenant à une personne inconnue. Il s'agit de vêtements féminins qui présentent des taches de sang. Y aurait-il un lien avec l'appel à témoins diffusé par les gendarmes 4 jours plus tôt? L'agriculteur sait qu'une jeune fille de 20 ans, Isabelle Ménage, s'est volatilisée dans la région. Il semblerait qu'il y ait un rapport avec l'affaire de la disparition de Mademoiselle Ménage. Dans son champ, il y a plusieurs vêtements. Corinne Herman, avocat des parties civiles. Plusieurs affaires tachées de sang. Et il va prendre ces affaires et les amener à la gendarmerie. Les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Aucune confusion possible. Ce sont bien les vêtements que portait Isabelle Ménage le jour de sa disparition. Ils se rendent aussitôt sur place, à Villers-Bretonneux. Il découvre d'autres affaires, ça commence à se dessiner. Et évidemment, il y aura l'odeur. Qui nous conduit à fouiller les buissons, les bosquets environnants. Et c'est là que l'on a découvert le corps d'Isabelle Ménage. Le problème, c'est qu'il fait très très chaud. Georges Charrière, journaliste au Courrier Picard. La décomposition a déjà commencé à s'installer de façon assez importante. Aucun témoin à l'horizon et ce cadavre abandonné en rase campagne, d'après les premières constatations des enquêteurs, la piste criminelle ne fait aucun doute. L'agression, elle n'est pas neutre. Hein. C'est pas une agression pour prendre de l'argent qu'elle n'a pas. C'est une agression, il y a un caractère visiblement sexuel. Lorsqu'on trouve le corps d'une jeune femme avec les vêtements du bas baissés, les vêtements du haut remontés, ça paraît assez évident.
Visiblement, la jeune femme a été violée avant d'être achevée à coups de couteau. Un crime sexuel d'une extrême violence. La présence de sang sur le corps, sur les vêtements éparpillés, ils ont une image en tête, ça c'est clair. Mais néanmoins, vous devez faire abstraction de vos sentiments, parce qu'il faut garder la tête froide et il faut travailler, découvrir la vérité. Alors, les gendarmes font ce qu'ils peuvent. La terre est très sèche, donc pas de traces de pneus, pas de traces de pieds. On n'a rien. 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 Ce que les gendarmes ignorent à l'époque, c'est qu'un certain Jacques Rançon habite à 5 km de là. Il a 26 ans et n'a jamais eu affaire à la justice. Résultat, faute de pistes ou de témoins, l'affaire du meurtre d'Isabelle Ménage reste non élucidée. Et on a été confronté à une espèce de, je dirais, de mur contre lequel à chaque fois on se heurtait. Ça me pesait énormément de ne pas savoir, de ne pas avoir trouvé la vérité, de ne pas avoir pu donner aux parents d'Isabelle Ménage une réponse à leur questionnement. Pourtant, 30 ans plus tard, l'impensable se produit. Lorsque Jacques Rançon apparaît dans l'enquête sur les crimes de Perpignan, la police établit qu'en 1986, il vivait en Picardie. Pour Corinne Herman, l'avocate de la famille Ménage, il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Corinne Herman a regardé ce dossier. Michel Fine, journaliste, police-justice. Et elle est tombée sur les photos d'identité judiciaire qui ont été faites au moment de l'autopsie d'Isabelle Ménage. Je vois une plaie qui est typique de ce qu'il fait. Donc là, je vais commencer à regarder comment il fonctionne, comment il a tué Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez. Et là, Rançon, c'est le gars du coin, c'est le tueur du coin. Il faut vérifier. Le corps d'Isabelle Ménage est exhumé à la demande de l'avocate. Et là, grâce au progrès de la médecine légale, elle comprend que son intuition était peut-être la bonne. Là, on a une plaie béante, géométrique, et qui correspond à l'acte d'un homme qui était dans la région à ce moment-là et qui l'a commis à Perpignan. Pour moi, les choses sont claires. Elle s'est rendue compte que le corps avait été découpé de façon très particulière, qui rappelait fortement les découpes qu'on a retrouvées sur le corps de Mokhtaria Chaïb. Gendarmerie de Béziers, 14 juin 2019, soit 3 décennies après le crime. Jacques Rançon est extrait de prison et placé en garde à vue dans l'affaire Isabelle Ménage. Et une fois encore, confronté à ses expertises scientifiques, il passe aux aveux. Ces aveux sont extrêmement détaillés, c'est-à-dire qu'il fournit quasiment le déroulé du crime. Isabelle Ménage est sur le bord de la route, elle fait du stop, elle monte en voiture. Il a une pulsion, il commence à la plaquer contre le siège, elle résiste, il s'arrête au bord de la route. Des aveux précis et circonstanciés. Le suspect va jusqu'au bout de sa confession. On sait qu'il l'a violée alors qu'elle était vivante, on sait qu'il l'a tuée par la suite, on sait qu'il s'est livré à des actes de mutilation sur le corps d'Isabelle Ménage. Lorsque je l'ai vu au sortir de la garde à vue, je l'ai trouvé très abattu, très fatigué, un peu résigné. Xavier Capelé, avocat de la défense. Donc il a fait des aveux sur lesquels peut-être il faudra qu'on revienne plus tard. Ainsi, 12 ans avant les crimes de la gare de Perpignan, Jacques Rançon aurait déjà frappé quasiment dans les mêmes circonstances.
À ce stade, une question reste encore et toujours posée. Aurait-il d'autres crimes sur la conscience ? Le caractère exceptionnel de cette histoire, c'est la facilité avec laquelle Rançon, de son plus jeune âge, jusqu'au moment où il a fini enfin par être arrêté, est passé à travers les mailles du filet. C'est juste incompréhensible. En tous les cas, le nombre de victimes qu'il a laissées derrière lui est déjà importante, donc que ce soit en meurtre ou dans d'autres cas. Corinne Herman, avocat des parties civiles. Donc c'est un criminel en série. On n'a pas fini son parcours. Jacques Rançon répondra du meurtre d'Isabelle Ménage devant la cour d'assises de la Somme, à Amiens. Mais d'ici là, il doit être interrogé dans le cadre de plusieurs affaires d'homicide restées non résolues à ce jour. À Perpignan, la police judiciaire enquête toujours sur la disparition de Tatiana Andujar, qui demeure inexpliquée depuis 25 ans. Si les familles des victimes de Jacques Rançon ont obtenu justice, sa mère, elle, se retrouve bien seule face à ces questions. Pour moi, c'est ça y est, les familles ont eu le procès. Et puis, ça y est, je suis seule. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana Andujar. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que va devenir l'enquête pour Tatiana ? Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ça va finir un jour ? Voilà. Est-ce que ça va finir un jour ?